science. Le rythme effréné de notre société moderne, les exigences sans fin, la pression constante pour être toujours plus performant, tous ces éléments peuvent nous pousser à nos limites, et parfois même au-delà. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche de plus en plus de personnes, le burn-out. Il s'agit d'un épuisement professionnel et émotionnel qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur notre santé mentale et physique. Nous recevons aujourd'hui Franz qui nous livre son témoignage sur cet épisode douloureux de sa vie. Si vous éprouvez un mal-être important et ne savez pas comment en sortir, vous pouvez composer le 3114 ou le 15 en cas d'urgence. Vous écoutez le premier épisode de la 3e saison des Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Franz. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Merci à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est d'actualité, dont on parle aussi beaucoup depuis plusieurs années, le burn-out, l'épuisement professionnel. Est-ce qu'avec tes propres mots, en une ou deux phrases, tu pourrais nous dire ce que c'est selon toi le burn-out ? Alors pour moi, le burn-out, c'est un épuisement donc, professionnel qui arrive dans le cadre de notre travail. Et c'est tout simplement en fait une impossibilité de travailler, un trop-plein d'émotions par rapport à son travail. Par exemple, se faire reprendre tout le temps par son patron, avoir une charge de travail énorme. C'est pas vraiment une maladie, mais plus quelque chose qui va déclencher derrière plusieurs choses, une dépression, de l'anxiété, etc. C'est quelque chose qui, pour moi, arrive quand on s'y attend le moins, en fait. Une sorte de mal-être qui arrive alors qu'on pensait pouvoir gérer. On en est incapable, en fait. C'est un épuisement au travail, avec des conséquences derrière psychologiques qui peuvent être assez graves. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est comme une chute, en fait. Avant ton burn-out, tu faisais quoi comme travail ? Alors, je suis développeur. Je suis toujours développeur pour des sites internet et des applications. Donc, c'est de la programmation, globalement. Je suis derrière un ordinateur et je programme pour créer des logiciels, des sites internet. Ça faisait combien de temps que tu travaillais là-bas ? Alors, ça faisait 2 ans et demi. J'ai commencé en 2014 et ça se finit en 2016, début 2017. Donc, effectivement, c'est plus 2 ans et demi, quelque chose comme ça. De manière globale, sur les premiers mois ou les premières années avant cet épuisement, tu étais dans quel état d'esprit par rapport à ce métier dans cette entreprise ? Tout s'est super bien passé, en fait. J'ai adoré l'équipe, le patron, toutes les personnes avec qui je travaillais. J'étais hyper content d'aller au travail. C'était la première fois où j'allais au boulot. J'étais très heureux, quoi. J'étais content de ce que je faisais. Il y avait une bonne ambiance. Donc, tout allait bien. Et est-ce qu'il y a eu un changement, un moment qui a fait que ton état d'esprit a changé ? Je pense que beaucoup peuvent se reconnaître là-dedans. Petit à petit, il y a tout simplement eu une charge de travail plus importante. Voilà, ça arrive, les entreprises prennent des projets. Il y a des moments où il y en a plus ou moins. Mais souvent, quand on reprend du retard sur un projet, il y en a un nouveau qui arrive. Donc, on prend encore plus de retard. On démarre toujours en retard, on finit toujours en retard. Et je dirais que c'est ça le début de la fin, en quelque sorte. L'accumulation de travail se multiplie et on finit par faire des horaires, finit par finir bien plus tard, commencer plus tôt, travailler à la maison. Le travail nous suit partout. On rêve de travail. On pense qu'à ça, en fait. Le week-end, c'est presque un moment pour rattraper le retard. On est obnubilé par ça, en fait. Même les moments de repos ne le sont pas du repos. Les vacances, pareil. On pense au boulot qu'on va avoir. En fait, les vacances, c'est une façon de prendre du retard, en fait, simplement. Donc, on pose pas de jours de congé. Mais voilà, on n'a pas envie de décevoir les autres. On a une équipe qui compte sur nous. On n'a pas non plus, eux, de les mettre en retard. Sachant que généralement, ça touche pas qu'une personne, mais toute une équipe. Donc, on
on se sent encore plus responsable des autres. On n'ose pas quitter trop tôt. Ça devient impensable de partir devant tout le monde à une horaire qui semble tôt, en fait, mais qui est normale. Hein. C'est comme ça que je dirais que ça commence. Et pour qu'on se représente bien justement cette charge, c'était quoi tes horaires moyens dans une semaine, dans une journée? Parce que c'est vrai qu'on a souvent l'image un peu du trait d'humour quand une personne part à 17h, 17h30 de dire «Ah, t'as pris ton après-midi». Déjà ça, c'est interprété comment? Et finalement, les horaires, c'est quoi? Ouais, ce trait d'humour, on l'a fait beaucoup. C'était une façon de rigoler de la situation, hein. Mais ça montre un état d'esprit. Alors moi, mes horaires, elles étaient, je pense, assez classiques, hein. Les horaires officiels, c'était 9h, 18h. Mais en vérité, c'était 9h, 19h, 20h, 21h. Et quand on rentre à la maison, en fait, on continue à faire des horaires. Donc, il y a pas vraiment de plage horaire, c'est toute la journée, en fait. On se couche sur ça, et on va travailler jusqu'à parfois 23h. Et à la fin, quand il y avait vraiment beaucoup de travail, c'était 1h, 2h là, du matin, donc à travailler pour rattraper le retard. Et comment est-ce qu'on fait dans ces conditions-là pour équilibrer la vie perso et la vie professionnelle? Alors on le fait pas. Généralement, moi, à cette époque-là, ma vie personnelle était inexistante en fait. J'avais pas d'à côté. Donc j'avais mon équipe et tout ce qu'on faisait, si c'était des soirées, des choses comme ça, on le faisait ensemble. Donc disons qu'il y a personne qui me connaissait mieux que mes collègues à cette époque-là. On passait voilà 10-11 heures ensemble par jour et ça continuait même en dehors du travail. Donc le personnel et le professionnel se mélangeaient en fait. Il y avait absolument aucun moyen de faire la distinction. C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi dans plusieurs autres boîtes où je suis allé, hein. On travaille, petit apéro à la fin, on reste avec les collègues, on rentre, il est 23h, minuit, on va se coucher, on recommence le lendemain. Qu'est-ce qui fait que cet état d'esprit justement de privilégier la vie professionnelle à la vie personnelle se met en place? Est-ce que c'est une quête peut-être de validation professionnelle, une quête d'avoir l'impression de devoir prouver sa valeur ou est-ce qu'il y a autre chose? Exactement. Moi, je dirais que pour moi, en tout cas, c'était une quête par respect en fait pour mon équipe ou les gens avec qui je travaillais. Il y avait pas vraiment, j'avais pas vraiment besoin de me prouver quoi que ce soit. Si je travaillais beaucoup et que je restais tard, c'était, bah, voilà, on voulait que l'entreprise, fasse plus de chiffre d'affaires, on voulait, faire plaisir aux autres, en fait. Parce qu'en travaillant beaucoup, on allait, rapporter, plus d'argent, tout simplement, avoir plus de clients. Il n'y avait pas, dans mon cas à moi, hein, une envie de prouver que j'étais le meilleur développeur ou, faire le meilleur travail, mes efforts étaient dédiés à la boîte, quoi. À la boîte et à ceux qui m'entouraient, dans ce milieu, pour vraiment pas les décevoir, en fait. C'était d'autant plus une vraie pression d'ailleurs, parce qu'on pourrait se dire à ce moment-là, bah, pourquoi tu quittes pas ton travail si tu travailles trop et que comment dire? C'est comme si le capitaine quittait le navire. On se donne une importance énorme. On se pense irremplaçable dans la boîte et on se dit: «Si moi je pars, la boîte elle coule et les autres avec, en fait». Donc ils vont plus avoir de travail, ils vont plus avoir de on se met une pression, en fait, qui est pas seulement, fais ton travail, voilà, de la journée et puis après c'est bon. Il y a une pression de bien le faire. Cette pression, elle est due au fait qu'on n'a pas envie de gâcher la vie des autres, en fait. De faire en sorte que la boîte ne marche plus et que plus personne n'ait de travail. Et concrètement, le mal-être, il a commencé de quelle manière? À quel moment, tu as eu des signes qui se sont mis en place? Donc là, je vais parler de mon burn-out de 2016 et puis, un que j'ai eu, plus tard en 2021, puisque les 2 se ressemblent, en fait. Alors les premiers signes, je dirais que c'est, le manque de sommeil, en fait. Heu, on finit par être, fatigué en permanence déjà, on dort mal, on dort peu, la nuit n'est pas reposante, donc ça commence par une grande fatigue et un grand stress, en fait. Le stress, il est constant. Vraiment, la qualité de vie commence à baisser, drastiquement. On finit par,
moins bien dormir, moins manger, plus avoir faim, faire passer le travail avant la nourriture. Niveau social, c'est catastrophique, on finit par être, assez seul. Voilà, je dirais que les premiers signes, c'est surtout, voilà, le stress, la fatigue, l'angoisse, de pas réussir à finir le projet à temps. C'est une pression, en fait, constante, en fait, sur le cœur, quoi. C'est insupportable à vivre, au quotidien, parce que si c'était quelque chose qui durait qu'1 heure, bon, ça irait, hein. Ça nous arrive de stresser, voilà, ça dure et puis ça passe. Sauf que quand ça s'étale sur une journée, c'est quelque chose qui devient, présent tout le temps et auquel on ne s'habitue jamais. Donc c'est, hyper douloureux. À mon sens, l'anxiété, comme ça, constante, c'est pas une douleur vive, d'un coup, c'est quelque chose qui survole notre vie, en fait, constamment, qui nous suit partout. Partout où on va, je pouvais pas, par exemple, sortir, sans penser, sans avoir cette angoisse. Le stress de: «Ah, est-ce que je vais réussir à finir à temps? Est-ce que» c'était, ça finit par prendre toute ta vie, quoi. Tu dis c'est une douleur qui dure dans le temps, mais est-ce qu'elle va quand même, crescendo? Parce qu'il y a quand même un moment où il y a un déclic, où il y a une étincelle. Qu'est-ce qui fait justement, qu'est-ce qui amène à ce déclic et se dire qu'il y a un problème? Alors, malheureusement, le déclic, il arrive toujours trop tard. Quand on atteint un niveau de stress et de fatigue, on a toujours l'impression que ça va aller mieux, en fait. On se dit tout le temps: «Non, mais il va y avoir un tel changement dans la boîte, ça va aller mieux». Sauf que quand on a déjà atteint donc, un stress intense, donc qui augmente, hein, forcément au je disais qu'il était constant, mais il augmente dans le temps, si rien ne s'améliore, hein. C'est-à-dire si on continue d'accumuler des retards et que rien n'évolue à ce niveau-là, le stress va augmenter. Le burn-out est pour moi, il est jamais prévisible, en fait. C'est-à-dire que on pense qu'on maîtrise la situation et le lendemain, je rentrais chez moi et c'était terminé. Je savais que j'allais pas pouvoir retourner, travailler, Je dirais que le point de non-retour arrive, je pense que ça dépend de chaque personne, hein, mais pour moi, ça arrivait, après 2 ans de travail et de stress, donc crescendo. Le jour d'après, je finissais, chez un psychiatre, quoi. On voit qu'il y a une part, de déni pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, de se Ouais, dire, c'est ça. voilà, il y a la douleur qui est là, mais ça va aller mieux, finalement, il y a pas peut-être pas tant de problèmes que ça, et cetera. Et à ce niveau-là, est-ce que tu remarquais quand même que tes relations avec tes collègues, par exemple, se modifiaient au cours du temps? Je dirais que les relations avec mes collègues étaient, bonnes, mais il pouvait y avoir des petites tensions, en fait. Mais je pense que tout le monde était, heu, plus ou moins dans le même cas de figure, mais il suffisait que quelqu'un, par exemple, se reposait, en fait, ce qui est tout à fait normal, hein, ou fasse ses horaires normales, en fait, c'est ce qu'on attend d'un employé qui, bah, voilà, s'inscrit sur son contrat de travail, tu dois partir à 18:00. Si quelqu'un se permettait de partir plus tôt, voilà, on disait: «Bah, moi, je travaille jusqu'à 23:00, toi, tu travailles jusqu'à 18:00». On le disait pas comme ça, hein, mais ça c'est ça qui pourrait amener des tensions à mon sens, au niveau des collègues. Mais bien souvent, tout le monde est conscient de ce que tout le monde vit, hein. Donc ça n'a pas, dégradé ma relation avec mes collègues. Forcément, le stress implique plus de petites tensions. Mais dans mon cas à moi, j'ai pas eu de gros litiges avec mes collègues, hein. Quand on travaille dans ces conditions-là pendant plusieurs mois avec cette douleur, est-ce qu'on finit pas par travailler un peu, en mode pilote automatique plutôt que vraiment consciemment, un peu de manière machinale? Si, sur la fin, moi, c'était assez impressionnant d'ailleurs, hein. J'étais comme dépersonnalisé, en fait. J'étais une personne qui était, comment dire? Inhabité, c'est-à-dire que je faisais mon travail, mais sans aucun plaisir et parfois, même pas de déplaisir, en fait. Il y avait juste rien, en fait. C'était le vide. J'étais un fantôme et j'ai l'impression que c'était, presque, une stratégie pour mon cerveau de dire, de me mettre dans un mode comme ça pour, pas souffrir. On fait les choses et on pense à rien d'autre
C'est comme une machine. Elle fait son travail quand on lui demande. Quand elle s'arrête, il y a plus rien, quoi. Et est-ce qu'au-delà du milieu du travail, ça a eu des conséquences, sur tes relations, par exemple, familiales, amoureuses, amicales? Amical, c'est sûr que, donc je voyais que mes collègues et mes amis, je les voyais pas. J'essayais de voir de temps en temps mes parents, mais bon, c'est extrêmement rare. Il y en a pas le temps, en fait. Et amoureuse, pareil, le vide, puisque pas de temps, en fait. Pas de temps, trop de travail. C'est quoi la réaction justement des personnes quand tu leur dis, «J'aimerais bien vous voir mais en fait, j'y arrive pas parce que j'ai trop de choses à faire»? Ça, ils comprennent. Et puis, au bout d'un moment, on leur dit ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, et au bout d'un moment, ils arrêtent. Et là, on se retrouve tout seul. Enfin, les autres ont l'impression que vraiment, c'est presque une excuse pour pas les voir, en fait. Et surtout, on finit par parler que travail, en fait. Même en dehors, même avec des amis qui n'ont rien à voir avec le travail. On finit par parler de ça. On n'est pas agréable, en fait. On ne devient pas une personne à qui on a envie de parler. Ouais, tout devient d'un coup bien plus sombre, en fait. Est-ce qu'auparavant tu avais déjà eu, des antécédents justement de stress intense, d'anxiété ou de troubles dépressifs? J'avais de l'anxiété quand même. Beaucoup d'anxiété, la peur de sortir dehors, de me faire agresser. Voilà, des peurs assez classiques, des troubles obsessionnels compulsifs aussi, quelques-uns. J'avais pas d'antécédents de dépression. Après, j'ai eu des grosses angoisses, lors de mes études supérieures que j'ai dû abandonner à cause de ça, mais rien de semblable, de toute façon, c'était des petites choses comparé à ça. Tu l'as dit du jour au lendemain, tu es allé consulter, un psychiatre. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé, déjà à aller voir un psychiatre et pas un psychologue par exemple ou ton médecin généraliste? Et finalement tu l'as vu pendant combien de temps? J'ai décidé d'aller le voir parce que j'avais des idées noires, en fait, simplement. Pour le coup, c'était, risqué pour ma vie de pas me faire soigner. Je savais pas ce qui m'arrivait, je sais pas ce qu'est le burn-out, à ce moment-là. Je l'ai su bien après, hein. Quand j'ai eu donc, cette phase de burn-out qui arrivait, voilà, pratiquement, du jour au lendemain, ça faisait, des années que voilà, que j'adorais développer, et du jour au lendemain, je voulais plus jamais toucher un ordinateur de ma vie, et surtout, je voulais mourir tout simplement. C'est-à-dire que c'était, voilà, très sombre, et donc ça a commencé, voilà, par une consultation avec un psychiatre. Il m'a prescrit des anxiolytiques, pas d'antidépresseurs, et c'est tout, en fait. Maintenant, avec du recul, cette première prise en charge était pas bonne, en fait. Il y a pas eu, d'explication sur ce que j'avais, sur ce qui m'expliquait. Le traitement était surtout, médical, ouais. Mais je dois dire que ma première fois que je suis allé voir un psychiatre, c'était assez froid, en fait. Donc faut savoir qu'après le burn-out, donc j'ai annoncé ma démission, mais j'ai continué à aller, au travail, ce qui est assez étrange maintenant que j'y repense. Je sais pas vraiment comment j'ai fait. J'ai quitté la boîte, et puis après je faisais que de dormir, 14 heures par jour. Donc là, je suis rentré dans une phase de dépression, et pendant, je dirais 1 an, c'était, dormir, quoi, tout le temps, en permanence, et puis des envies, des idées noires, des envies suicidaires, ce genre de choses. Puis à un moment, je me suis dit: «Mais, c'est pas normal de vivre comme ça, en fait». Il me semble pas que le but de la vie soit de souffrir 24 heures sur 24, et donc à ce moment-là, j'étais pas du tout dans le milieu, psychologue. C'est un peu des préjugés qu'on peut avoir, quand on connaît pas le milieu, de se dire que voilà, les psychologues, c'est pour les fous. Tout ce milieu-là, ça me concerne pas, je suis pas dingue. Je trouve juste que ma vie est nulle. Donc, c'est vrai, mais donc j'ai pas un problème. C'est juste la vie qui a un problème, en fait. Et à un moment, quand même, je me suis dit: «Bon, attends, les autres, ils sont quand même, ils sont bien dans leur vie, ils sont heureux et tout. Moi, c'est mort». C'est-à-dire que moi, je peux plus accéder à ça. Au début, on est un peu dans le déni quand même. Enfin, on est carrément dans le déni, en fait. Il y a pas de maladie, il y a pas de problème. De toute façon, ce monde, il est beaucoup trop mauvais. Le travail, c'est nul. Je recommencerai plus jamais à travailler. C'est l'enfer. À ce moment-là, j'avais pas vraiment envie de mourir. J'avais juste envie que la vie passe rapidement et que je meure de vieillesse rapidement, quoi. Je me dis: Voilà, j'ai fait le tour. Je sais ce qu'il y a à savoir de la vie maintenant. On va attendre que ça se termine tranquillement, quoi».
Alors j'en parlais à mes parents pendant ce moment-là et puis, ça les désespérait, en fait, ce que je disais. C'était horrible pour eux. C'était une sorte de résignation en fait à l'envie de vivre, à l'envie de faire quoi que ce soit et c'était incompréhensible pour eux. Donc généralement, on fait vraiment pleurer ses proches, juste en expliquant ce qu'on ressent, en fait et moi je comprenais pas. J'étais, persuadé que vraiment, j'avais fait mon temps, quoi, alors que j'avais 26 ans et que voilà, que j'étais juste plus intéressé par le reste et que c'était pas grave, c'était comme ça. Je me suis dit: «Bon, quitte à, d'accord, tu as envie de mourir, mais tente au moins une dernière chose, et c'est, donc j'ai juste tapé en fait, ça sur internet. Puis j'ai découvert le burn-out à ce moment-là. Parce que comme je disais, j'avais vu un psychiatre avant, mais il m'avait pas du tout, dit que c'était un burn-out ou quoi que ce soit, quoi. Lui, il était là: «Vous avez des anxiétés, voici des anxiolytiques». Ce qui est, quand même une exception parce qu'après les autres, heu, personnes, du milieu, psychiatrique que j'ai vues étaient bien, bien mieux. Donc c'est comme les médecins, ça arrive, hein, parfois on tombe pas sur celui qui nous correspond. Donc j'ai juste fait mes recherches sur internet, j'ai bêtement tapé, «J'ai plus envie de vivre, la vie ne m'intéresse plus» et cetera et puis j'ai vu plein de personnes qui étaient exactement, précisément dans mon cas. J'ai commencé à entendre le mot de burn-out et cetera, donc ça a donné un nom, en fait, sur ce que je ressentais et la solution à ça, bah, c'était, entre autres, d'aller voir un psychologue. J'ai pas du tout eu envie au départ. Je me suis dit: «Mais je vais pas raconter ma vie, ça intéresse qui ça, pourquoi je raconterais ma vie à quelqu'un?» Ça va pas du tout régler mon problème. Mon problème, c'est que le monde du travail est trop compliqué, trop dur et que la vie, vaut pas tant que ça le coup d'être vécue, en fait. Je la trouve pas terrible, moi, cette vie. Donc je vois pas en quoi, discuter, allait me changer, En plus, il y a toute cette chose où tu dois rechercher le psychologue. Tu l'entends toujours dire, «Ouais, il faut trouver un bon psychologue». Donc déjà qu'on est dans un état pas possible, si en plus on doit faire des recherches pour trouver quelque chose dont on n'a pas envie, c'est très compliqué. J'ai juste sorti Doctolib, j'ai tapé psychologue à côté de chez moi et puis j'ai pris la première personne. Et je me suis dit: «Bah, voilà, tu as pris rendez-vous, vas-y et après ça, tu mettras fin à tes jours si tu as vraiment plus envie de vivre, mais au moins tu auras essayé, ce qu'on te propose». Donc je suis allé la voir. Ça a été très bizarre au début. Je me voyais à parler avec quelqu'un qui ne disait pas un mot, en fait. J'étais très gêné. Donc je racontais un peu, ce qui s'était passé sans vraiment y croire. Donc une première séance s'est passée, voilà, bon. Deuxième séance, pareil. Je ressens pas de mieux. Je me dis: «Bon, ça sert pas à grand chose», mais je me dis: «Je vais quand même honorer mon rendez-vous». À la fin, elle me prescrit toujours, enfin, elle me prend toujours un prochain rendez-vous et j'ose pas dire non. Donc je le prends quand même et puis troisième séance, il commence à avoir, des effets. Donc ça, c'est mon cas à moi, hein, mais ça a pas été immédiat. Il a fallu, 3 séances avant que je commence à ressentir un soulagement de juste parler de ce qui s'était passé, de dire mon ressenti sur la vie, en fait. De dire à quel point je trouve que tout me dégoûtait, que donc voilà, on finit par, avoir, confiance en son psychologue. Au fur et à mesure, on commence à raconter, des choses, qui nous passent par la tête, en fait, tout simplement. Au début, je me suis dit: «Il faut que je vienne avec un plan, il faut que j'expose, ce que je vais dire et cetera». Et en fait, non, il y a juste un siège. Elle est assise en face. Il y en a qui aiment bien aussi s'asseoir dans le sofa. Moi, voilà, j'étais juste en face d'elle et puis je racontais tout ce qui me passait par la tête et elle ne disait pas un mot, en fait. Et au début, ça paraît très bizarre, mais heu, à force, on va mieux, en fait. Je ressortais de la séance avec une sorte de poussée de dopamine, quoi. J'étais, soulagé d'avoir pu dire à quelqu'un qui me répondait pas, en fait, qui me jugeait pas, tout ce que j'avais envie de dire sur la vie en règle générale et le travail. Je parlais pas forcément de ce qui s'était passé au travail, hein. J'expliquais tout ce que je détestais, en fait, dans ce monde. Et à force, il faut se rendre à l'évidence que, bah, parler, c'est salvateur, en fait. Et ça, pour moi, c'était, impossible avant d'en avoir fait l'expérience. Bon, déjà, pour moi, j'avais du mal à croire en la dépression, en fait. Ça n'existait pas, les gens qui veulent se suicider, je comprends pas, en fait. Donc ça, c'était quand j'étais avant le burn-out et quand j'étais bien dans ma vie. Impossible de comprendre, les personnes qui faisaient ça. J'étais presque, en fait, arrogant, en fait, en disant,
comment tu peux mettre fin à tes jours? C'est honteux, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est un truc, je sais pas, qu'on fait. Enfin, j'ai stigmatisé beaucoup les gens quand j'entendais parler de ça, en fait, quand j'entendais parler des dépressifs. Il y a quelque chose qui s'est passé à force d'en parler. C'est pas mon amie, ma psychologue, en fait. À la fin, je la paye. Donc déjà, ça me rassurait parce que je me dis: «Je suis pas là en train d'exposer ça à mes potes ou à ma famille, en culpabilisant de leur avoir raconté ma vie, à quel point ça doit les ennuyer». Là, à la fin, je lui paye une somme d'argent pour avoir écouté ce que j'ai à dire. Avec cette découverte qu'en parlant de ses problèmes, on prend un recul dessus et on va mieux, en fait. Et ça, il faut se le mettre dans la tête, en fait. C'est comme ça, en fait. Quand tes parents, ils entendent que tu as envie de mettre fin à tes jours ou que tu plus la vie, c'est horrible. Tu vas avoir un retour derrière qui va être affreux. Tes parents, ils vont devenir fous, en fait. Tes amis, pareil, ils te jugent là-dessus. Donc ça n'aide pas, en fait. Ça fait l'effet inverse. Alors, parler à un professionnel qui a l'habitude d'entendre des personnes dire des choses qui sont horribles pour le commun des mortels, en fait, qui sont pas du tout exposés à ça, pour eux, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ils ont de l'expérience et ils paniquent pas quand quelqu'un dit je vais me suicider, en fait. Voilà, c'était parler avec quelqu'un professionnel dans ce domaine, quoi. Et ça fait une différence énorme. Donc c'est pour ça que je pensais que la parole, ça servait à rien. Parce que je parlais à mes parents, je parlais à mes amis de ce problème-là, mais ça changeait rien. Donc pourquoi est-ce que j'aurais pensé que parler de ça à un psychologue allait changer quoi que ce soit? Enfin, il est pas différent. Il va pas dire des mots totalement différents. Bah si, en fait. Et ça, c'est quelque chose, faut se forcer à le faire. Si on n'est pas là-dedans, moi je trouve que, alors c'est peut-être pas la solution à tout, hein, mais je trouve que faudrait quand même, un moment, y aller sur un coup de tête et dire: «Bah, je teste, au moins je mourrai moins bête. Testons», mais faut quand même tester 1, 2, 3 séances quand même. Faut surtout si le mal-être est profond, hein. Faut pas hésiter à un peu persévérer. C'est pas grand-chose, hein, c'est 3 heures en tout, et ça peut nous changer la vie. Tu nous l'as dit, il y a eu un deuxième burn-out après, en 2021. Est-ce que maintenant tu arrives à identifier des choses un peu communes qui se sont passées, qui ont mené, à cette situation-là? Donc en 2021, j'étais dans une agence. Ce genre d'agence voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, plusieurs projets très différents qu'on doit terminer, en temps et en heure, et c'est quelque chose sur lesquels on peut prendre du retard, donc des choses qui vont s'accumuler, et cetera. Et là, j'ai ressenti la même chose donc en 2021, une progression de la charge de travail, tout doucement, voilà. La charge de travail commence à augmenter. Alors on dit: «Ben, oh là là, je commence à finir plus tard là». Donc au début, on finit à 18h, après 19h, 20h. On se dit: «Voilà, c'est pas grave, ça arrive des jours, des semaines où il y a beaucoup de travail et puis après, ça va mieux». Sauf que là, ça commençait à durer et je remarque le même schéma. Je remarque le même schéma, on finit par penser qu'à ça, à rêver de ça même. Progressivement, je commençais à comprendre qu'il y avait quelque chose qui allait pas, dû à mon expérience passée, et c'est ce qui m'a permis d'échapper au pire, puisque en 2014, donc j'étais pas du tout, au courant qu'on pouvait, devenir, malade en travaillant beaucoup. Mais l'impact que ça a eu sur ma vie, hein, donc quand j'ai fait mon premier burn-out a été tel, que je me suis dit: «Plus jamais je refais ça». Parce qu'il a fallu, 1 an ou 2 avant de me remettre pleinement à juste toucher un ordinateur, en fait. J'étais dégoûté de l'informatique, donc pas que ça à faire de perdre 1 an ou 2 dans ma vie à être déprimé, et je me suis rappelé que la première fois où j'avais toujours tendance à dire: «Je gère, je gère, je gère, ça va aller mieux. Le retard, je vais le rattraper». Et là, je remarquais que non, je le rattrapais toujours pas, et sorti de nulle part, du jour au lendemain, j'ai arrêté. C'est très particulier, hein, parce qu'il y avait des personnes qui attendaient mon travail, en fait. J'étais sur un projet énorme qui devait être fini le lendemain. Pas le choix, c'est-à-dire c'est pas des petits projets, donc c'est des clients qui payent des centaines de milliers d'euros quand même. Donc la pression que ça nous met, elle est énorme. On se dit: «S'il est pas rendu demain, c'est foutu». Je savais que j'allais pas le finir, le lendemain, et ça me stressait tellement de le dire ou
que ça me crée des crises d'angoisse, mais énormes. Et à ce moment-là, je dis: «Bah, arrête là tout de suite». Donc j'ai pu arrêter comme ça du jour au lendemain en me souvenant de ce qui s'était passé la première fois et en me disant: «Si tu refais un truc comme ça, tu peux y passer en fait, fais attention, la santé mentale, c'est, tout aussi important que la santé physique et coupe net». Donc j'ai coupé net, voilà, comme, je sais pas, quelqu'un qui ferait de l'escalade et qui voit que sa prochaine accroche ne va pas tenir, au lieu de la tenter et de se dire: «Bah non, mais ça va peut-être passer là, je pense que ça passe, il y a quand même des chances que ça passe». Là je lui dis: «Non en fait, j'abandonne, je fuis en fait». Donc j'ai fui, je suis parti, et le lendemain je suis pas revenu. Et voilà, j'ai écrit un mail en disant, que la pression était tellement grande que j'avais peur pour ma vie, en fait. Et c'était effrayant, en fait, parce que je me suis dit: «Mais les autres, ils vont devoir se prendre ce projet-là, alors qu'ils ont déjà, mais des tonnes de projets, et moi, je vais leur donner ça en plus». C'est horrible, en fait, genre, je vais faire souffrir tout le monde, en fait. Je me suis dit: «Mais soit tu quittes le navire, soit tu coules avec, en fait». Donc entre la vie et la mort, pour moi, le choix était vite fait, à ce moment-là. Et je me dis: «Je vais pas tout gâcher, encore une fois, quoi». Et donc j'ai juste fui, en fait. C'était une fuite, comme on fuirait un danger, immédiat, bien visible, un ours, on se dit: «Si je continue par là, je vais me faire tuer». Bah, là, c'était la même chose, en fait. Si je continue par là, ça allait être le burn-out. Je pense que, beaucoup de personnes, en fait, n'osent pas fuir parce que justement, ils ont peur du regard des autres, en fait. Et peur de ce que les autres vont penser en disant: «Mais, tu nous as abandonnés, en fait». Personne n'a jamais pensé ça parce que j'ai dit qu'en fait, ma vie en dépendait. Donc, à ce moment-là, qui va dire: «Bah, non, non, tue-toi à la tâche». En fait, j'étais pas obligé, non plus de venir, en fait. L'avantage, c'est que j'avais, la possibilité de pouvoir, abandonner. C'est-à-dire que j'avais pas d'enfant à charge, de devoir gagner de l'argent, parce on pourrait très bien dire: «Bah, oui, mais c'est facile, tu parti du jour au lendemain», mais il y en a qui peuvent pas, en fait. S'ils font ça, ils vont finir à la rue. Honnêtement, j'aurais préféré finir à la rue, largement, plutôt que de devoir mourir, en fait, d'épuisement. C'était même plus une question à ce moment-là. Je savais que ce qu'elle m'avait fait le premier burn-out, tout sauf ça, en fait. Tout sauf, réavoir des idées noires, recommencer tout ça. Là, j'étais vraiment prêt à me dire: «S'il faut que je vive dans une tente pour, éviter ça, je le ferai, je m'en fiche», en fait, je suis juste parti avant le pire, en fait. Et j'étais assez fier d'avoir pu le faire, en fait. J'étais assez fier de pouvoir me dire que le regard des autres, en gros, n'allait pas m'affecter, quoi. Que j'avais pas peur qu'on me dise que j'étais un lâche, que je fuyais, que je c'est la solution la moins pire, en fait. C'est celle qui va pouvoir nous remettre, en selle après puisqu'on sera en capacité de le faire. Et aujourd'hui, quelques années après, ça se passe comment au niveau du travail? Qu'est-ce que tu as mis en place pour, changer aussi ton rapport au travail, par exemple? Donc je travaillais à Paris et je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup pour, payer mon loyer, payer tous mes frais et cetera. Je pouvais pas vraiment trouver un travail où j'allais moins travailler, en fait, puisque j'allais moins gagner et je pourrais pas avoir, le confort de vie que je rêvais d'avoir. Donc à ce niveau-là, je me suis juste, remis en question et j'ai quitté cette ville très chère. Je suis allé, à la campagne pour donc payer beaucoup, beaucoup moins cher et me permettre d'avoir un travail qui est plus, lent, en fait. Mon problème, c'est pas le travail en lui-même, c'était juste la charge de travail. Moi, j'adore mon travail. Je pense que plein de personnes, sont dans ce cas-là. Ils adorent ce qu'ils font à la base, mais pas jusqu'à en être dégoûtés, en fait, à force de cette charge énorme. Donc c'est ça que j'ai mis en place, c'est un changement de vie. Je pouvais pas, moins travailler, en habitant à Paris. Mais moi, j'ai pas trouvé la solution à ça, en tout cas. J'ai juste instauré une lenteur, en fait. Voilà, au lieu de mettre, 1 semaine pour créer un site internet, bah, j'allais mettre 1 mois. Donc j'ai vraiment, multiplié par, 4, tous les délais. Je me suis dit: «Mais il y a pas moyen de recommencer dans cette vie, speed, quoi».
c'est pas une solution, extraordinaire, en fait. Mon problème, c'était une grosse charge de travail, bah, je l'ai réduite. En la réduisant, je gagne moins d'argent. En gagnant moins d'argent, bah, je vais habiter dans un endroit où j'en ai pas autant besoin. Je travaille à mon compte, donc je peux, voilà, décider de mes propres horaires. Je suis plus dans un cadre où si je pars plus tôt, on va m'en vouloir. C'est ça, moi, les solutions que j'ai trouvées. La campagne, ça me va très bien. Il y en a qui détestent ça. J'ai pas d'enfants, j'ai pas de personnes, qui, m'empêchent de faire ce que je veux, de cette façon de vivre plus lentement, elle est pas venue non plus du jour au lendemain. Ça voilà, ça m'a pris un peu de temps, parce qu'au début, j'aimais quand même bien la ville. C'est venu progressivement. Faut se laisser un peu de temps, je pense, de réfléchir à des solutions et en attendant, en fait, bien sûr, aller, consulter des professionnels de santé. C'est grâce à ça que j'ai pu avoir, moi, ce temps de réflexion et de pas ruminer tous les problèmes dans ma tête. Pour, trouver des solutions, dans sa vie, pour moi, il faut avoir l'esprit libre, en fait. Sinon, voilà, je vois pas comment faire. Je vois pas comment trouver de solution à ces problèmes si déjà on n'a pas, la capacité d'en trouver. Tu nous as beaucoup parlé de ta thérapie avec une psychologue et de ton échec un peu, infructueux avec un psychiatre, voilà, qui n'était pas forcément le bon. Est-ce que tu es retourné justement dans ce cadre, médical de la psychiatrie ensuite? Donc après, 1 an avec un psychologue, les choses étaient mieux, mais j'avais quand même l'impression qu'elles pouvaient être meilleures. J'avais toujours, voilà, un petit fond dépressif, voilà, j'avais beau parler de mes propres problèmes, il restait que, bah, je dormais beaucoup, en fait. Déjà, je dormais beaucoup, j'avais du mal à manger et au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, je sais que ça, c'est des symptômes de la dépression». Je règle beaucoup de choses en parlant avec une psychologue et j'avais regardé que c'était, souvent quelque chose qui allait de pair avec, les antidépresseurs. Donc, là, j'ai demandé à ma psychologue de me recommander un psychiatre, en fait. J'en ai parlé avec elle, hein, bien sûr, avant. Je lui ai dit: «Voilà, je pense que je pourrais aller mieux. Je pense que c'est je suis pas encore au bout des choses, mais déjà là, ça me permet de souffler, de réfléchir à comment aller mieux. Donc, quelle est la prochaine étape?» Et donc j'ai pris rendez-vous avec, une psychiatre et j'ai commencé un traitement aux antidépresseurs. Donc c'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur. Moi, j'avais entendu dire qu'une fois qu'on en prenait, ça allait nous changer, quelque chose dans le cerveau, induire plus de problèmes que ça va en régler, en fait. Donc énormément d'a priori. D'ailleurs, quand j'ai commencé à en prendre, j'ai eu une énorme crise d'angoisse, donc je crois une des pires de ma vie, où j'ai vraiment cru que j'allais mourir. J'ai l'impression que je suis une différente personne, je me sens pas bien, bref, une crise d'angoisse classique. Il faut donner du temps à ce traitement, hein, ça se fait pas, du jour au lendemain. Moi, ça a commencé à faire effet au bout de 4 semaines. Voilà, où les choses allaient mieux qu'elles ne l'étaient avant. À mon sens, c'est comme si j'avais, de base un déséquilibre chimique dans la tête et que ça m'a mis à peu près au niveau des autres, en fait. Voilà, que j'avais les mêmes armes que les autres pour affronter, bah, l'anxiété, le stress, ce genre de choses. Parce que je me trouvais déjà trop sensible, en fait. Il suffisait que, quelqu'un klaxonne dans la rue et je commençais à devenir, à avoir peur que les gens se battent ou, ce genre de choses, à avoir de la violence. J'étais devenu mais beaucoup trop sensible et au lieu de me dire: «Bah, c'est ma personnalité, c'est moi, je suis quelqu'un de sensible», j'avais quand même envie, de voir s'il y avait pas moyen de me débarrasser aussi de ça. Tous les mois, je vois ma psychiatre pour, savoir s'il faut, changer la posologie, le dosage. Chaque changement de dosage, avant que ça fasse effet, et qu'on voit si ça va ou pas, ça prend quelques semaines. Donc ça se déroule sur une longue période. Mais là où je veux en venir, c'est que à la fin, j'ai trouvé le dosage parfait et là, j'ai senti une amélioration nette, quoi. C'est, un phénomène, je pense, qui est purement chimique, hein, mais je me sentais beaucoup mieux après un dosage qui était, vraiment précis. Pour le coup, j'étais assez surpris, que si je prenais, 10 milligrammes en moins ou 20, ça allait plus du tout. Et de pas hésiter à dire à ma psychiatre que, voilà, que je trouve qu'on est un peu bas ou qu'on est un peu haut, parce que c'est le seul moyen, en fait, qu'ils ont pour, juger l'état d'un patient. Il faut pas hésiter à être lucide sur l'état. Si on va pas bien, c'est pas honteux, hein, j'avais toujours un peu honte de dire: «Ah bah là, cette semaine, ça va pas bien». J'avais trop honte de dire: «Bah non, je retombe», et en fait, non, c'est comme ça en permanence. On s'en sort,
Et puis après, on peut retomber dedans. C'est pas que c'est pas grave, mais c'est quelque chose qui est très fréquent dans la dépression. C'est le taux de rechute, il est énorme. Il faut être conscient de ça et pas avoir honte de le dire. On réajuste le dosage. S'il y a des choses qui se passent mal dans notre vie, on en parle. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Parce qu'il y a vraiment des moments, ça arrive d'avoir des rechutes et on se dit: «Oh là là, il y a plus rien qui marche, les médicaments marchent plus» et cetera. Sauf que cette rechute, en vérité, elle va pas durer, loin de là, aussi longtemps. Elle peut durer 1 semaine, en fait. Même parfois, ça m'arrive que ça dure 3 jours où je suis complètement déprimé et en fait, voilà, ça aurait duré que 3 jours au lieu de 10 ans, quoi. Genre donc je pense que la dépression, pour la combattre, il faut être lucide par rapport à elle et pas hésiter à se faire aider, en fait. Il y a un arsenal complet de médecins, de traitements, dès qu'on a un doute sur son état mental, consulter. Même si c'est des trucs qui paraissent, anecdotiques, ça peut être des choses, voilà, on va pas dire ça à ses amis, hein. C'est honteux, hein, de dire: «Ah, j'ai eu peur parce que je me suis fait klaxonner» ou «J'ai eu peur parce que quelqu'un m'a bousculé», quoi. Il y a pas moyen que je raconte ça à mes proches. Mais par contre, je vais pouvoir le dire à mes psychologues sans avoir de jugement, en fait. Et en fait, on s'en fiche. C'est pas nous qui décidons, en fait, c'est le cerveau, hein. Donc il y a un moment, faut le prendre comme un organe qu'on contrôle pas, autant qu'on le voudrait. Et voilà, avoir cette lucidité dessus et de se dire: «Bah, parfois, il tombe malade, c'est comme tous les autres organes. Pourquoi il serait différent? Pourquoi le cerveau, il exigerait, moins de notre part, en fait?» Non, en fait, c'est la raison principale de notre conscience et c'est une des choses les plus importantes. Il faut le traiter en tant que tel, il faut en prendre soin, en fait. Chaque fois qu'on ignore des signaux de mal-être, ça ne fait qu'accumuler la dette qu'on a, envers sa santé mentale et un jour, on va devoir la payer, cette dette. Et souvent, la dette, c'est le burn-out, c'est la dépression et plein d'autres maladies. Faut pas sous-estimer ça, en fait. C'est vraiment l'organe qu'il faut moins le sous-estimer, quoi. Merci Franz d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé avec nous ton histoire. Merci à toi. Vous venez d'écouter Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. L'épisode a été mis en musique et coproduit par Alex Rocher. L'illustration a été réalisée par Manon Combe. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify mobile. Vous trouverez également des ressources sur notre site placedesciences.fr. Merci de votre fidélité et de votre engagement à nos côtés, et à très bientôt.